Donc, on va échanger un peu sur Huygens. Alors, j'ai surligné. Les économistes contemporains se sont apparemment contentés en toute bonne conscience de développer leur discipline dans la voie mécaniste ouverte par leurs prédécesseurs, combattant farouchement l'idée que la science économique pourrait être autre chose qu'une sœur de la mécanique. Alors c'est une... Bon, bien sûr, il y a pas mal de redites sur lesquelles on peut passer plus rapidement si vous n'avez pas de développement à faire là-dessus. C'est presque l'obsession, enfin il y revient sans arrêt, Huygens, de dire que l'économie, après lui, enfin, c'est quelque chose qui sort de la mécanique parce qu'elle introduit la thermodynamique. Alors je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Est-ce qu'on est bien d'accord sur l'idée, enfin alors sur les économistes mécanistes et les économistes thermodynamiques? Est-ce qu'on est, Oui, moi ça me on va est bien d'accord là-dessus, hein? Voilà. Moi ça me va bien comme analyse, oui. Voilà. Bon. La conséquence de cet attachement inconditionnel, explicite ou implicite au dogme mécaniste, est l'assimilation du processus économique à un modèle mécanique régi, comme tous les modèles mécaniques, par un principe de conservation-transformation, bien sûr, première loi, deuxième loi, et une loi de maximisation. Alors, le fondement de la théorie de l'équilibre est le suivant: si certains événements modifient la structure de l'offre et de la... Alors là, on passe à la traduction économique. Si certains événements modifient la structure de l'offre et de la demande, le monde économique revient toujours aux conditions initiales dès que ces événements disparaissent. Une inflation, une sécheresse catastrophique, un krach boursier ne laissent absolument aucune trace dans l'économie. La réversibilité complète est la règle générale, exactement comme en mécanique. Alors, ça me fait penser à la définition que donnent les économistes capitalistes croissancistes de la résilience. La résilience, pour eux, c'est le retour à l'équilibre après, par exemple, une crise financière, un krach boursier ou une récession momentanée due à soit des grains de sable dans l'économie ou un Covid, par exemple, puisqu'en 2021, on a eu une décroissance de plusieurs points du PIB. Mais la résilience d'un système, c'est-à-dire de leur système, c'est de revenir à l'état de croissance chaque fois qu'il y a eu... voilà. Donc c'est amusant de voir que notre définition de la résilience, elle est très très différente. Et c'est intéressant de voir aussi que chacun utilise le mot résilience pour sa propre boutique et qui lui donne la définition. En fait, nous, la définition des théoriens de la décroissance inéluctable, la définition de la résilience, c'est retrouver nos conditions initiales après une altération. Bon. L'altération, c'est la croissance, précisément. La croissance que nous avons vécue, enfin subie, nous avons vécu, auquel nous avons participé depuis 200 ans, finalement, depuis pas si longtemps que ça. Revenir aux conditions initiales, après que les éléments constitutifs de cette croissance non pas ont été interrompus par la volonté de l'homme, mais se sont épuisés naturellement. Vous voulez intervenir? Non, là ça me va bien. La vérité, c'est que le processus économique n'est pas un processus isolé et indépendant. Il ne peut fonctionner sans un échange continu qui altère l'environnement d'une façon cumulative. Voilà. C'est une phrase vraiment à prendre par cœur, à sortir sans même avoir le temps de réfléchir. Le processus économique, bon, dit en termes vraiment complètement triviaux, chaque fois qu'on lève le petit doigt dans notre système industriel, qu'on fait quelque chose, on altère l'environnement, mais au sens, alors, environnement pris au sens large, hein, pas environnement, je fais diminuer les petits oiseaux ou je mets des papilles gras partout. Hein. Bon. J'altère l'environnement, j'altère la nature, le fonctionnement de la nature. Voilà.
Alors, vous savez que, juste une toute petite parenthèse, tout ça est d'autant plus intéressant à discuter qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nient même, parmi les philosophes par exemple, il y a toute une tradition qui nie l'existence même de la nature, qui disent que la nature n'existe pas, qu'elle est une création purement humaine. Je ne sais pas si vous connaissez toute Non, cette non, mais faudrait nous en dire, tradition philosophique. faudrait nous en dire un peu plus là. Alors là, c'est tout Nous mon sommes premier tout oui. chapitre. C'est tout le premier chapitre de mon livre. Je ne peux pas vous le résumer comme ça, mais il y a énormément de courants philosophiques, y compris d'écologistes, qui disent que la nature n'existe que par l'homme. C'est-à-dire qu'en dehors de la perception que l'homme a de l'environnement, parce qu'il le nomme, parce qu'il agit sur lui, etc., en dehors de ça, rien n'existe. Il faut replacer quand même toutes ces théories environnementales dans leur histoire philosophique, ce qui est quand même très... Enfin, ça remet les choses un peu... Voilà. Mais si vous voulez, je vous enverrai je ferai un jour un petit topo sur l'histoire philosophique de la nature, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'était une petite parenthèse, on ne va pas se mettre à parler de ça, mais... Si, mais, si. Enfin, Non, pour en parler, bien sûr. D'un point de vue méthodologique, il n'y a pas de aller parenthèse. Hein, il n'y a pas de parenthèse, de petite parenthèse. Justement, on n'est pas là pour lire Roegen et puis, bon, comme lire Roegen, un petit peu comme le curé lit l'évangile et les paroissiens qui écoutent. Non, on est là pour donner des phrases qui vont ouvrir des parenthèses. Alors, ce que vous dites, moi j'ai envie de le creuser. Oui. Il me vient deux idées, enfin deux choses que je voudrais dire. C'est d'une part que j'aimerais bien savoir quels sont ces philosophes, parce que là on est dans la philosophie, hein, quels sont ces philosophes qui disent que la nature n'existe pas, qu'elle est une, disons, une perception, une création, une perception de l'homme. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Et deuxième chose, c'est que ce que vous dites là, c'est en fait l'expression du principe anthropique, parce qu'on parle beaucoup alors pas entropie E-N-T-R-O, hein, mais A-N-T-H-R-O. On a parlé d'anthropocentrisme, voilà, anthropos c'est l'homme, c'est les choses faites par l'homme. Mais au départ, il y a le principe anthropique. Le principe anthropique, c'est assez difficile à comprendre, hein, c'est un petit peu comme l'entropie, E-N, T-R cette fois. Principe anthropique, c'est les lois, en gros, enfin, je ne sais pas si je le dis bien, les lois de la physique n'existent que parce qu'il m'est donné à moi, homme, la possibilité de constater qu'elles existent. Bon. Et donc, étendu à la nature, en général, le principe anthropique, c'est de dire la nature existe parce que moi, homme, je la vois. Bon. Et que si je ne suis pas homme, bon, je ne suis pas sûr que le chat, par exemple, voit la nature. Et donc, l'homme a conscience du principe anthropique parce qu'il est, soi-disant, une espèce supérieure, qu'il réfléchit, qu'il a une démarche réflexive qui fait qu'il existe, mais qu'il se regarde exister aussi, et que, voilà, c'est ce principe anthropique. Alors, le principe anthropique, il est très intéressant, très complexe, il est difficilement compréhensible, je pense, par celui qui ne s'est pas donné comme objectif d'essayer de le comprendre, d'essayer de le comprendre, et puis il explique tout le savoir humain, finalement. Absolument. Voilà, bon. Et donc, maintenant, alors, bon, si on s'arrête là, qu'on dit la nature n'existe que parce que l'homme a conscience parce qu'il voit la nature, bon, d'accord. Si ça a débouché sur des théories comme quoi il faudrait faire ceci ou ceci par rapport à la nature, bon, je suis preneur de les connaître. Les mythes économiques, d'après Roegen, premier mythe, l'homme croit qu'il peut mouvoir les choses sans consommer d'énergie. Donc, ça, c'est le mythe du mouvement perpétuel de première espèce. Qui est un mythe essentiellement économique.
Le mythe du mouvement perpétuel de deuxième espèce, c'est le mythe selon lequel nous pouvons utiliser la même énergie continuellement. Alors, c'est un mythe qui subsiste encore. Il subsiste encore, c'est un mythe que l'homme de la rue ne va pas reconnaître qu'il berce. Mais en fait, il subsiste sous une forme voilée. Non, on ne peut pas utiliser toujours la même énergie, mais en fait, c'est un mythe qui est alimenté par la propagande capitaliste croissanciste, disant il y aura toujours de l'énergie suffisamment pour, sous-entendu, c'est la même, avec cette histoire de recyclage qui prend une dimension universelle, tout est recyclé. Voilà. Donc, en fait, autant le mythe de première espèce, c'est-à-dire on peut mouvoir les choses sans consommer d'énergie, c'est un mythe ancestral, c'est le mythe du mouvement perpétuel, le pendule qui oscille mais qui ne s'arrête jamais. C'est un mythe qui, a priori, a disparu avec la civilisation, mais le second, lui, il persiste sous des formes adaptées, mais il persiste. Le troisième mythe, c'est celui de l'homme réussissant à... Vous voulez intervenir sur ces deux premiers mythes? Non, c'est bien. Troisième mythe, celui de l'homme réussissant toujours à trouver de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux moyens de les asservir à son profit. Alors ce mythe numéro 3, pour moi, il masque le numéro 2. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens que le numéro 3, c'est le numéro 2. L'énergie qu'on utilise est toujours la même, ou bien c'est une autre énergie. Je pense que les gens ne font pas trop la différence. En tout cas, ce troisième mythe, lui, c'est un mythe extrêmement fondateur. Enfin, si tant est qu'un mythe puisse être fondateur de quelque chose, en tout cas, il alimente la croyance, c'est-à-dire en fait la soumission de l'individu à l'idéologie de la croissance. Roguin dit qu'il est propagé par quelques scientifiques, mais spécialement par des économistes, et des deux obédiences, orthodoxes et marxistes. Voilà, donc, et qui est illustré par la formule populaire, quoi qu'il advienne, nous trouverons bien toujours quelque chose. Moi je préfère dire ils trouveront bien toujours quelque chose. Et autre extension également de ce mythe, enfin de cette expression quoi qu'il advienne, nous trouverons bien toujours quelque chose, c'est l'idée, alors là je pense qu'on va rejoindre la théorie d'esprit, l'idée c'est que si l'homme est mortel en tant qu'individu, l'espèce humaine, elle, est immortelle. Là c'est intéressant. Très intéressant, oui. C'est la première phrase que j'avais recopiée, et que c'est lié à la stabilité de l'état social. C'est intéressant. Très, très intéressant. Oui, et alors traduit en termes populaires, parce que c'est ça qui nous intéresse, hein. C'est que l'homme ordinaire va dire bon, de toute façon, oui, c'est vrai, moi je ne suis pas grand-chose, je n'y comprends rien. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont trouver des solutions, et de toute façon, même ces autres, ils vont mourir, mais l'espèce humaine, elle, il y a moi, il y a trois niveaux, il y a moi, il y a l'élite qui sait, et puis il y a une superstructure qui, elle, est immortelle, qui ne saurait sans doute pas dessiner de façon très claire, mais qui s'appelle l'espèce humaine, qui est immortelle et qui va toujours trouver et toujours avancer. Ce mythe se construit en fait par étages. Tout à fait. Tout à fait. Et en plus, s'y réfugient toutes nos... on n'a jamais défini l'espèce, c'est absolument indéfinissable en fait.
enfin, il y a eu des dizaines de définitions, mais en fait, ce qui est très compliqué, c'est que l'espèce, vous n'avez jamais l'espèce en face de vous. Vous n'avez jamais que des représentants, des individus. Voilà. Donc, qualifier une espèce, c'est faire une abstraction à partir de ce qu'on imagine être commun à l'espèce. Mais quand on regarde chaque espèce, aussi bien les animaux que les humains, on voit quand même d'énormes différences et entre les générations et entre les individus. Donc, c'est vraiment une création, ça s'appelle essentialiser, c'est-à-dire qu'on a essentialisé l'espèce, on lui a donné une sorte de, oui, c'est ça, d'essence, totalement idéalisée en fait. Hein. Une substance, comme dirait Spinoza. Ce qu'on appelle la substance, voilà, en philosophie, c'est la même chose. Oui, c'est une assertion gratuite, oui, mais elle a du sens, je pense. Elle a du sens, c'est qu'elle pose une croyance indéfectible tout à fait, oui, elle a du dans sens, la durabilité, exactement, dans l'expertise. Voilà. Alors, oui. Qu'est-ce que l'espèce humaine? Il y a des, oui, il y a quand même des tentatives de spécification. Hein. On a dit, alors c'est pas pour défendre, hein, je ne sais pas quelle est la catégorie des scientifiques, enfin, les généticiens, bon, on a, bon, Homo sapiens, on a quand même une nomenclature de l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, historiquement, on sait aussi comment, à quel moment il s'est finalisé. Homo sapiens, c'est bon, on va dire, c'est moins 300 000 ans. Voilà. Et je pense que tous les généticiens, alors je demande qu'elle ait contredit, s'accordent sur le fait de dire que l'Homo sapiens, c'est nous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas différents de l'Homo sapiens. Bon, depuis 300 000 ans, l'espèce, il me semble qu'il n'y a pas de théorie qui dise que depuis 300 000 ans, l'espèce humaine a évolué en tant qu'espèce. Elle a fait un certain nombre de choses, elle a construit des châteaux, des avions, des ordinateurs, mais nous sommes toujours Homo sapiens. Alors, bon, ça c'est ce que moi je retire de mes maigres connaissances en génétique, quitte à être contredit. Donc, avec d'énormes variabilités à l'intérieur de ce qui caractérise. À l'intérieur, oui, à l'intérieur. Mais j'ai l'impression, enfin moi j'interprète cette phrase, l'espèce humaine est immortelle, c'est l'espèce Homo sapiens, telle que nous existons depuis 300 000 ans. Bon. Et on arrive à une extension encore, parce que chaque fois on part de ce mythe numéro 3, hein, l'homme réussissant toujours à trouver de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux moyens de les servir à son profit. Bon, ça débouche sur l'espèce humaine est immortelle parce que on trouvera toujours, c'est pas moi, homme de la rue, c'est les élites au-dessus, les élites sont mortelles, mais il y a quelque chose qui est immortel, c'est l'esprit de l'élite et c'est l'esprit d'Homo sapiens. Bon, il me semble que là, il y a une espèce de construction. Là, qui est... bon. Et puis, on continue encore dans le développement de ce raisonnement. Il est tout à fait absurde de soutenir, comme le font implicitement certains économistes, que, puisque l'humanité n'a pas rencontré de difficultés écologiques depuis l'époque de Périclès, elle n'en rencontrera jamais. Alors, ça, moi, c'est quelque chose que je rencontre souvent dans mes discussions contradictoires sur la décroissance inéluctable. C'est des gens qui disent, mais l'homme a toujours progressé. Regardez, alors depuis Périclès, hein, si on veut, l'homme a toujours progressé, donc il n'y a pas de raison, il progressera toujours. Alors, Reagan est un petit peu plus précis, il dit, puisque l'humanité, il ne dit pas l'humanité a toujours progressé, il dit, puisque l'humanité n'a pas rencontré de difficultés écologiques, bon, je dirais majeures, hein, j'ajouterais, depuis l'époque de Périclès, elle n'en rencontrera jamais. Donc la dérivée de la phrase l'homme a toujours progressé, donc il n'y a pas de raison. Ce que vous me dites, vous me dites que ça va s'arrêter, mais non, ça ne va pas s'arrêter puisque regardez, ça a toujours progressé.
c'est une variante de dire on a progressé parce qu'on n'a jamais rencontré de difficultés, en tout cas on a toujours réglé les difficultés, et donc puisqu'on n'a jamais eu de difficultés et qu'on les a toujours réglées, on les réglera toujours. Alors moi j'ai un cousin qui me répète souvent la phrase « Je fais totalement confiance à l'homme pour trouver à tout moment des solutions aux problèmes qu'il rencontrera. » Voilà. C'est des variantes de ce même... Et c'est vrai que... alors, difficulté écologique, là, il est très précis. Huygens, parce qu'on va trouver dans l'histoire des difficultés. L'homme s'est trouvé confronté à des difficultés et il l'a pas réglé, il l'a contourné. Difficulté écologique majeure. Il n'en a pas rencontré. Bien. Est-ce que de là, on peut déduire, certainement, bien sûr, nous allons dire tous les trois, non, c'est pas parce qu'on n'en a jamais rencontré que nous n'allons pas rencontrer, parce que justement, nous avons démontré par A plus B qu'il y a inéluctablement ça et ça et ça qui va se produire. Mais comment se fait-il que les hommes, dans leur ensemble, soient convaincus d'un raisonnement issu du fait qu'on n'a jamais rencontré de difficultés dans certains domaines, donc ça prouve qu'on n'en rencontrera jamais. C'est étonnant et je dirais c'est contradictoire avec l'hyperscientisme qui est redescendu dans l'esprit commun, parce que c'est contraire à la science, justement. Contraire à la science fondamentale, à la recherche fondamentale, de dire c'est pas parce que nous n'avons jamais rencontré de difficultés dans ce domaine que nous n'en rencontrerons jamais. Donc il y a une contradiction. C'est assis très profondément sur une vision religieuse, puisque tout ça tout ça est articulé autour d'une vision finaliste de la création, c'est-à-dire que la création a été créée avec un programme, il y a eu un programme créatif, que l'homme, dans ce programme créatif, a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il est donc appelé à remplir un certain nombre de missions, d'objectifs qui sont assignés d'avance. Et il n'y a aucune raison que tout est mis en œuvre pour que tout ça fonctionne très bien, que le système reste huilé. Voilà. Sauf que la créature est en train de changer tellement les données du programme dans lequel elle a été insérée que ça commence à poser des problèmes sérieux. Mais tant qu'on pense qu'effectivement l'homme est appelé à une très grande mission, je ne vois pas pourquoi on ne penserait pas aussi que l'espèce est immortelle. On voit bien je dirais tout le substrat quasi religieux qui est dessous. Oui, je dirais que là, en l'occurrence, la religion vient au secours de la science. Parce que la science ne peut pas démontrer. On nous dit la science a pris la place de la religion. On voit, on le constate. Illich l'a dit, mais il n'a fait que constater la réalité. Les scientifiques ont remplacé les prêtres. Et l'homme de la rue est censé avoir un raisonnement scientifique. Bon. Or, lorsqu'il nous dit nous ne rencontrerons jamais de difficultés écologiques parce que depuis Périclès, nous n'en avons jamais rencontré. Bon, là, la religion vient au secours de la science parce que ce n'est pas un discours scientifique, c'est un discours religieux. Tout à fait. Donc, lorsque le scientifique, au service du capitalisme, de l'oligocratie capitaliste croissanciste, a un problème pour affirmer quelque chose, il se sert quand même de la religion. Il me semble qu'il faut faire la distinction suivante.
on a eu pendant très longtemps la domination de la religion sur la science, c'est-à-dire que la science ne pouvait pas dire des choses que la religion n'avait pas envie qu'elle dise. Galilée, etc. Et puis, la science s'est émancipée de la religion. Politiquement, il y a la séparation de l'Église et de l'État. La science est rentrée sous la houlette de l'État. Il y a eu les ministères de la recherche, etc., le CNRS. Et puis, on a me semble-t-il qu'aujourd'hui, ça me paraît difficile de soutenir le fait que la science, en tant que science, c'est-à-dire travail des scientifiques et la façon dont ils travaillent, elle est dominée ou elle est influencée par la religion, mais par contre, de la perception, et donc là j'en reviens à cette phrase dont nous parlons, c'est-à-dire que l'homme de la rue dit que, à son avis, on n'aura jamais de difficultés écologiques parce qu'on n'en a jamais eu. Eh bien, ça me paraît une traduction au niveau de la perception de l'homme de la rue, d'un mix entre la science et la religion. Et comment ce mix s'opère-t-il? Par la politique. C'est-à-dire que c'est la politique qui veut que l'homme ordinaire, l'individu ordinaire, aille dans une certaine direction. La politique, qu'est-ce que c'est? C'est la mandature, disons, du capitalisme. Les hommes politiques, les structures politiques sont des structures commerciales. Les hommes politiques sont des VRP de l'idéologie capitaliste. Cette idéologie capitaliste, par exemple, sur le plan de écologie pris au sens générique, sans ou elle sait, c'est pas ce qu'elle sache, elle sent en tout cas qu'elle a un problème qu'elle ne va pas pouvoir résoudre. Si elle fait appel à la science pour que l'homme de la rue se fasse une idée par rapport à ça, elle s'en sort pas, parce que la science va lui dire, bah, écoutez, oui, on n'a jamais eu de problème écologique, mais nous, autant scientifiques, on vous dit que c'est pas une preuve qu'on n'en aura jamais. Et donc, du coup, l'homme politique, il a recours à la croyance pour opérer rentrer dans l'inconscient collectif de l'homme ordinaire qu'il y a cette donnée scientifique associée à cette donnée religieuse qui fait que on n'aura pas de problème. Bon, voilà comment moi j'illustre, mais c'est une interprétation toute personnelle. Moi, je suis intéressé de discuter sur les scientifiques. Les scientifiques aujourd'hui, sont-ils influencés par la religion? Alors, quand je pose ces questions, les scientifiques aujourd'hui sont-ils influencés par la religion? J'entends bien qu'il y a des scientifiques qui sont croyants et non croyants. Moi, j'ai des amis dans des cercles politiques qui sont politiques citoyennes avancées, qui sont catholiques. Bon, oui, voilà. J'entends bien qu'on peut avoir ces appartenances-là. Mais est-ce que, là où c'est intéressant, c'est de dire, un scientifique qui est foncièrement catholique, et un autre scientifique qui travaille dans le même labo, qui n'est pas... qu'est-ce que ça change? Enfin, bon, est-ce que le dogme religieux, enfin tout ce qui est attaché au fait qu'un individu a une croyance religieuse, est-ce que ça va influer sur son travail de scientifique? C'est ça qui m'intéresse.